bien, mes chers amis, bonjour de nouveau. C'est un plaisir de vous retrouver après cette succession de modération pour une grande plénière historique à Emerging Valley, la plénière sur les thématiques de la vie durable, de l'urbain, de l'économie informelle dans la cité, au cœur de la cité, en Afrique et en Europe. Plénière qui est portée par, et c'est un privilège, Euroméditerranée, dont Stéphane Gio est le directeur du développement et que je vous demande d'applaudir pour la vision qu'il va nous dévoiler d'Euroméditerranée. Et ça ne va pas se limiter à cette plénière, parce que juste après Euroméditerranée, nous allons avoir la séquence de remise du prix Med Innovant Africa 2022 en exclusivité. Ça va être un grand temps fort de cet après-midi, mais nous allons y revenir un peu plus tard. Je vous demande également d'applaudir et d'accueillir Mademoiselle Rukayatou Oye... Madame. Bon, mes excuses. Madame Rukayatou Oyediran, fondatrice d'Amira Global Technology. Bonjour, bienvenue, merci d'être là. Je vous demande d'applaudir Rukayatou. Nous avons la chance aussi, et il vient d'arriver à Marseille, d'accueillir le directeur général de Bolt France. Bolt qui dessert plutôt pas mal Marseille, mais bon, je ne suis pas là pour faire de la pub. Il n'est pas sponsor, je précise. Et Julien Moukeye et Bolt, qui est une très belle success story européenne, mais aussi africaine. Et notamment le rôle de la formalisation de l'économie informelle en Afrique. On voit que de plus en plus de villes, et en tout cas la question de la mobilité africaine est portée, ou du moins les VTC jouent un rôle important. Et Bolt, je pense que votre analyse sur le rôle que Bolt joue dans l'économie informelle africaine sera vraiment très intéressant. Merci Julien d'être avec nous. Et enfin, nous avons le grand honneur d'accueillir en distanciel depuis Bruxelles notre ami Jean Van Vetter. Jean Van Vetter qui est le directeur général d'Enabel. Enabel, vous devez sûrement connaître, il s'agit de l'agence de développement l'agence de développement du gouvernement fédéral de Belgique. C'est un petit peu l'équivalent de l'AFD pour la France ou de la GIZ pour l'Allemagne. Donc c'est une grande agence très impliquée en Afrique, très impliquée sur le sujet de la ville durable. Et merci Jean d'être avec nous. Je vous demande d'applaudir Jean. Je veux qu'il vous entende depuis Bruxelles. Merci Samir, tout à l'heure. Alors, en tant que partenaire historique du sommet avec Euroméditerranée, on trace chaque année ce sillon, on le travaille, on produit du contenu sur la question de la ville durable, de la ville africaine de demain. C'est un sujet qui tient à cœur à Euroméditerranée et chaque année, nous essayons de voir l'impact et le pouvoir du digital dans la transformation de la ville africaine. C'est la raison pour laquelle, sur cette première partie qui va traiter donc de l'informalité, est-ce que c'est un défi ou un atout pour l'innovation, notamment digitale? Je vais te poser la première question, mon cher Stéphane. Avant d'être un défi, est-ce que la ville africaine informelle constitue une source d'innovation, de rupture, voire même d'inspiration pour les villes méditerranéennes? Marseille pourrait peut-être s'en inspirer. Et en premier lieu, pour l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée. Pourquoi un opérateur comme Euroméditerranée aurait intérêt à s'inspirer des bonnes pratiques que vous avez identifiées sur le continent africain? Merci Samir, bonjour à tous, merci de l'accueil et de l'organisation de cet événement qui est comme chaque année parfaite. Et Euroméditerranée en tant qu'établissement public d'aménagement partenaire historique est heureux de participer une fois de plus à ce bel événement. Alors ça peut paraître paradoxal parce que quand on regarde l'intitulé de la table ronde, on parle à la fois de ville informelle et d'accélérateur de gouvernance urbaine. Un établissement public d'aménagement, c'est un opérateur public, comme son nom l'indique, piloté par l'État, donc avec une tutelle qui est ce qu'on appelle la DHUP, la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages, donc le ministère de la Transition écologique, et qui déploie en fait un programme de régénération urbaine, que ce soit à Bordeaux, il y a plusieurs établissements publics en France d'aménagement, qui déploie en fait une fabrique de la ville, qui est un agrégateur d'un certain nombre d'opérateurs dans la fabrique de la ville, sur du long terme. Typiquement, Euroméditerranée, c'est 500 hectares de régénération urbaine sur l'arrière portuaire, pour ceux qui ont eu le plaisir et la chance hier soir de participer à la soirée de lancement Emerging Valley au musée Regard de Provence. Vous étiez en plein cœur d'Euroméditerranée, qui historiquement était un endroit très abîmé
au début des années 90 et que l'opérateur euroméditerranéen en tant qu'aménageur a transformé. Donc on a une vision très structurée, long terme, capitalisée. Jusqu'en 2035, l'opérateur euroméditerranéen sur cette opération d'intérêt national sur 500 hectares qui transforme la ville de Marseille a ses financements, a son plan de guide, son plan de développement, donc quelque chose qui est en termes de gouvernance urbaine très identifié. A contrario, ville informelle, Marseille est une ville informelle aussi, et notamment sur la partie de l'extension qu'on est en train de piloter, on a toute une forme d'informalité dans la dynamique de cette ville. Donc notre problématique en tant qu'aménageur, ça va être d'avoir la capacité à joindre ces deux paradoxes qui sont comment s'appuyer sur la dimension informelle de la ville pour optimiser notre gouvernance urbaine. Comment on va pouvoir tirer parti d'un certain nombre de sujets informels dans la fabrique de la ville pour essayer de construire une ville résiliente, plus durable, avec une dimension méditerranéenne. Alors j'ai entendu avec beaucoup de plaisir tout à l'heure les intervenants sur une table ronde précédente, et notamment Patricia Ricard, parler d'un certain nombre d'éléments qui portent Euroméditerranée et qui le portent au niveau national et international. La géothermie marine, par exemple, on fournit du chaud et du froid à partir de l'énergie de la mer, et on va pouvoir ainsi générer 70% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique pour fournir pour plus d'1 million de mètres carrés du chaud et du froid. Ça, c'est des choses très, très cadrées d'un point de vue technologique et innovant. Mais en même temps, quand on regarde tout ce qui lie la dynamique de la ville informelle, et notamment en Afrique, on s'aperçoit que ça fait émerger des nouveaux usages de la ville. La problématique d'un opérateur comme Euroméditerranée, c'est que historiquement, on construisait la ville de manière descendante. Il y avait les sachants, les urbanistes, les architectes, les sociologues de la ville, et on avait une vision très préétablie de la façon de construire la ville. Et quelque part, on l'imposait, cette vision, et on construisait la ville. Et en fait, on s'aperçoit que de plus en plus, il faut parler, je vais parler en bon provençal, on est en Provence ici, parler aux ce qu'on appelle les stakeholders, donc les gens qui utilisent cette ville, quels qu'ils soient étudiants, qu'ils soient retraités, qu'ils soient chômeurs, qu'ils soient travailleurs, qu'ils soient résidents, etc., touristes. Là, on va se poser la question de la façon dont on va pouvoir faire émerger les nouveaux usages auprès de ces gens. Et en fait, comment on va le faire? On va le faire via de la concertation. Et on a une problématique qui est de plus en plus concerter les gens dans la fabrique de la ville, de tester des modèles, de tester des usages et de regarder comment les nouveaux usages dans la ville, que ce soit sur la mobilité, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur les matériaux, que ce soit sur les modes constructifs, sur les façons d'interagir dans la ville, comment on va pouvoir accompagner ces dynamiques-là. Et pour le coup, la ville informelle en Afrique, mais pas que, parce qu'il y a des villes informelles en Europe, des bouts de villes qui sont complètement informelles, toute cette question-là, elle va nous nourrir dans notre vision de la construction de la ville intelligente, de la ville résiliente, de la ville durable méditerranéenne, avec sa spécificité méditerranéenne. Donc, ville informelle versus gouvernance urbaine, en fait, pour nous, il n'y a pas de versus. C'est complémentaire et on va essayer de tirer la quintessence de cette dimension informelle pour produire sur le moyen ou le long terme les nouveaux usages, la façon dont on va utiliser ces nouveaux usages pour construire une ville qui est de manière plus intelligente, plus vivable, plus réceptive à un certain nombre de contraintes nouvelles. On a parlé depuis le début et tout le monde l'a en tête, ces contraintes environnementales, de transformation environnementale. On l'a dit, on le répète, on sait que c'est la Méditerranée qui va être un des lieux les plus massivement touchés par les transformations liées aux contraintes environnementales. Donc on a vraiment ce besoin de se nourrir cette vision informelle de la ville pour construire ces nouvelles dynamiques. Et puis j'ai noté tout à l'heure en préparant cette réunion quelque chose, une phrase qui correspond bien à cette vision, qui est portée par Corinne Vesoni, qui est une architecte marseillaise, mais qui est une architecte marseillaise de dimension internationale, et qui dit « Marseille doit tirer parti de son identité urbaine chaotique. La ville informelle, c'est la vision du chaos, parfois, du chaos urbain. Vous pouvez avoir des opérations qui sont portées sur des périmètres qui peuvent être dangereux parce qu'il y a des risques d'inondation, des risques d'éboulement, etc. Mais c'est aussi quelque chose qui est générateur de nouveaux usages, de nouveaux modes de vivre, de nouveaux modes de se déplacer, de nouveaux modes de consommation. Et c'est là-dessus que nous, on a besoin d'aller regarder ce qui se passe ailleurs pour accompagner d'une part le volet informel de notre ville, mais aussi pour en tirer toute la quintessence pour construire la ville intelligente de demain.
Merci beaucoup Stéphane, merci pour cette vision d'un aménageur public extrêmement précieuse. Je vous demande d'applaudir Stéphane Gio pour cette première intervention au nom d'Euroméditerranée. Avant de me tourner vers vous, cher Jean Van Vetter, parce que vous aussi, vous avez beaucoup de projets en lien avec le secteur informel en Afrique, j'aimerais me tourner vers vous, cher Rukayatou. L'informalité urbaine, on le sait, est un véritable défi sur le continent. Quel impact a-t-elle sur la vie des habitants et quels enjeux cette situation entraîne-t-elle? Bonsoir à tous. Merci Samy, c'est effectivement un honneur d'être là ce soir. Alors, pour nous, l'informalité urbaine découle déjà des... l'informalité urbaine est un caractère, en fait, qui découle de la précarité et de la pauvreté, généralement en Afrique. Voilà. Et c'est notre capacité à créer des activités alternatives pour sortir de on va dire, c'est notre capacité à créer des activités alternatives pour dépasser le niveau de pauvreté qui fait qu'aujourd'hui, on crée des business informels. Alors, en Afrique, généralement, on va rapidement se rendre compte que les business se créent, mais également au niveau de l'État, il y a un accompagnement qu'il faut. Mais au-delà de tout cela, c'est que l'Ivoirien, l'Africain par exemple, l'Africain a besoin aujourd'hui pour développer son activité d'un cadre, on va dire, facile, adapté, et l'État est obligé aujourd'hui de mettre à disposition un ensemble d'environnements pour faciliter en fait la formalité des activités. Alors, dans un cadre informel, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des travailleurs du domaine, des travailleurs de l'informel. Généralement, ce sont des femmes, des jeunes, qui ne pourront pas profiter de certains avantages. On va parler de l'avantage, on va parler des avantages sociaux, retraite, plan de santé, simplement parce qu'ils sont dans un cadre informel et que le responsable de l'activité n'a pas déclaré l'activité. Donc, il y a effectivement assez de difficultés. Également, on va se rendre compte que dans l'informalité, il y a des activités qui vont se créer, mais également, il y a des logements. Les gens vont développer des logements de façon anarchique un peu partout en Afrique. Alors, le rôle de l'État est de trouver, en fait, et on le dit souvent, de trouver en fait un cadre pour faciliter et pour aider les activités informelles ou inciter en fait les structures qui sont dans l'informalité à aller vers la formalisation. Je prends l'exemple des structures, par exemple, qui sont dans le secteur informel. Ces structures-là ont besoin d'environnements faciles, agréables pour pouvoir aller vers l'informel, donc déclarer les entreprises. Alors, quand on parle d'informalité du secteur, l'informalité urbaine en Afrique, je dis souvent que ce n'est pas forcément, on va dire, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce que dans l'informalité se créent des activités. Et pour moi, c'est une opportunité. Ce qu'on doit voir dans l'informalité, dans le secteur informel, c'est qu'il y a des stratégies à mettre en place pour développer des activités. Il y a, à travers le digital, la possibilité de profiter des opportunités pour déployer un certain nombre de business, un certain nombre d'activités. Alors, pour cela, bien sûr, il y a encore un environnement qu'il faut mettre en place. Aujourd'hui, vous allez en Afrique, il est difficile d'avoir accès à Internet. Internet aujourd'hui coûte très cer. Pour parler simplement, Internet coûte encore cher en Afrique. Vous n'avez pas accès à Internet partout. Le Wi-Fi manque. Et nous savons très bien que sans cet environnement-là, nous ne pouvons pas déployer ou développer des activités sur le digital. Alors, quand nous allons en zone rurale, par exemple, bien sûr, il n'y a pas la connectivité. Donc, or, nous savons que les villes urbaines sont forcément rattachées aux zones rurales, par exemple. Ce qui va faire que l'impact
sera directement transversal, tout simplement parce que des zones rurales, nous ne pouvons pas convoyer, par exemple, je prends un exemple, convoyer par exemple des vivres, et ce qui va forcément impacter la vie en zone urbaine. Bien sûr. Voilà, donc tout un environnement à développer. Nous avons besoin de voir dans l'informalité, nous avons besoin de voir l'opportunité, nous avons besoin, avec les gouvernants, de mettre en place une stratégie de déploiement et de vulgarisation d'éthique pour permettre à l'Africain, en général, d'utiliser correctement, proprement les outils digitaux. Voilà. Merci beaucoup. Je vous demande vraiment d'applaudir ce témoignage. Bravo Rukayatou pour cette vision très terrain, très concrète. Et on va rester sur le concret avec vous, cher Jean Van Vetter. En tant qu'opérateur, je ne dirais pas opérateur, mais agence de développement exemplaire et emblématique en Europe qui est Enabel, comment, avec tous les projets que vous menez, je sais que vous menez beaucoup de projets, par exemple, en République démocratique du Congo, comment structurer aujourd'hui un secteur informel sans risquer de déstabiliser, paradoxalement, les acteurs informels? Quelles alternatives peut-on offrir aux acteurs qui en vivent et quelles stratégies, selon vous, adopter et les programmes quels programmes faudrait-il mettre en œuvre de votre point de vue de directeur général de l'agence Enabel? Donc, premièrement, vous m'entendez? Parfaitement bien. Ok, mais un tout grand merci Samir pour l'invitation et désolé de ne pas pouvoir être à Marseille aujourd'hui. J'aurais vraiment bien aimé être là parce que j'adore la ville, mais malheureusement l'agenda ne me permettait pas, mais c'est vraiment un plaisir. Et félicitations pour le sujet, je pense que c'est un des sujets les plus topical, comme on dit en anglais, pertinent dans le contexte actuel. Enable, donc on est l'agence belge de développement, on met en œuvre la coopération bilatérale de la Belgique avec ses pays partenaires. On travaille sur 21 pays sur le continent africain. Et dans notre stratégie, on a mis l'urbanisation comme un des 5 piliers de notre stratégie. Et l'idée, c'est qu'avec la croissance démographique forte qu'il y a dans la plupart des pays, le développement des villes, et principalement le développement des villes secondaires, est un enjeu, c'est à la fois un challenge et une opportunité. Donc effectivement, on a de plus en plus de projets qui regardent comment accompagner le développement de ces villes en amenant une valeur ajoutée nouvelle du fait d'être dans un environnement urbain, mais effectivement en tenant compte du caractère informel existant ou augmentant ou diminuant en fonction des contextes. Alors quelques exemples de comment, pour répondre à ta question sur comment structurer sans déstabiliser les acteurs. Un exemple, c'est un nouveau programme qu'on a mis en place sur 4 pays en Afrique centrale. Donc c'est le Congo, le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda, dans lequel on va essayer de mettre en place des systèmes de protection sociale dans l'économie informelle. Évidemment, ce n'est pas des systèmes de protection sociale comme on a ici en Europe, centralisés au niveau de l'État, mais c'est en utilisant effectivement l'informalité et en amenant une sorte de formalité dans l'informalité. Alors concrètement, c'est travailler au niveau local, et c'est la force de notre agence, c'est d'être présent au plus près des populations avec des acteurs locaux, et travailler avec des non-usual suspects. Donc, on ne travaille pas uniquement avec le gouvernement local, mais également avec des utilisateurs, des agents. Donc ça peut être par exemple au Congo, on va travailler avec des réseaux de mobylettes taxi, par exemple, de mototaxi, et on va travailler avec eux en disant, tiens, c'est à votre avantage d'avoir un système de protection sociale, donc une sorte d'assurance collective qui vous protège en cas de maladie et qui vous donne également un revenu en cas d'accident ou en cas de une sorte de pension, si vous partez à la pension. Et en fait, ça fonctionne. Les gens, enfin, soit il y a déjà une base sur laquelle on peut construire, soit il n'y avait pas encore pensé et on peut les aider, les accompagner à mettre en place ce genre de système. Et j'aimerais bien faire écho à ce que disait Stéphane Guillot tout à l'heure par rapport à Marseille. Moi, je crois aussi beaucoup à l'apprentissage collectif, en fait. Donc, on parle de l'Afrique, mais on parle aussi de l'Europe. Et en Europe, les villes changent et il y a aussi de l'informalité. Moi, je suis à Bruxelles. Bruxelles est peu connue, mais c'est la deuxième ville la plus multiculturelle au monde après Dubaï. On a 185 nationalités représentées ici à Bruxelles avec différents types de quartiers, et des quartiers qui sont totalement informels. Et je pense que
l'expérience que certaines villes africaines ont peut aussi bénéficier à ce qu'on fait ici à Bruxelles. Et inversement, ce qu'on fait à Bruxelles peut aider les villes africaines. Un exemple, en Belgique, on a un système qu'on appelle les titres-services. Titres-services, c'est une manière de rémunérer l'économie informelle en la formalisant. Donc, on va rémunérer, par exemple, une femme de ménage ou un chauffeur ou une aide ménagère avec donner, je ne sais pas moi, 20 € pour un service rendu. On va donner 20 € en équivalent titre-service. Et dans le titre-service, il y a un salaire, mais également une protection sociale garantie qui est parallèle, je dirais, au système de protection sociale classique du pays. Et donc là, ce sont des opportunités, je dirais, de réinventer la protection sociale dans l'économie informelle. Et une dernière chose pour répondre à la question, j'aimais bien la question sur le risque de déstabiliser ces acteurs, je dirais aussi le risque d'enlever une forme d'innovation. Moi, ce que j'apprécie énormément dans les villes africaines, c'est cette résilience qu'on trouve peut-être moins en Europe et que le formalisme, parfois, peut tuer l'innovation. On parle toujours de leapfrogging en Afrique, la capacité de réinventer les choses. C'est aussi grâce à l'informalité que ça se fait. Et donc, il ne faudrait surtout pas, en tant qu'acteur de développement, en remettant une sorte de formalité, de tuer la résilience et l'esprit d'innovation, qui parfois manque, je dirais, dans les secteurs formels. Là, il faut être intelligent en trouvant le bon mix. Voilà, merci beaucoup pour ce que je pourrais dire pour commencer ce débat. Merci beaucoup, cher Jean Vanzeter. Je vous demande vraiment d'applaudir cette intervention en direct de Bruxelles. Et avant de passer la parole à Julien Mouyeke, je voulais avoir une pensée pour notre ami Youssef Travali, qui malheureusement ne peut pas nous rejoindre. Donc, il a un petit pépin de santé, qui est donc de la Fondation Afrique-Europe, mais il est avec nous par la pensée et nous pensons à lui en retour. Merci, mon cher Youssef. Julien, donc à la tête de Bolt. Bolt, on parle quand même d'une des plus grandes licornes européennes, qui est très présente aujourd'hui en Afrique, notamment par exemple en Tunisie, pour ne citer qu'un pays. Bolt est l'un des premiers acteurs privés de la mobilité sur le continent africain aujourd'hui. Comment vous composez avec l'informalité pour optimiser la gestion des mobilités urbaines? Déjà, Samir, merci beaucoup de me recevoir et de recevoir Bolt. Donc c'est vrai que Bolt, c'est une plateforme de mobilité qui va opérer différents services dans 45 pays. En Afrique, on est dans 7 pays, principalement dans l'Afrique subsaharienne anglophone, mais aussi la Tunisie. Donc à savoir dans anglophone, dans les gros pays ou les gros marchés dans lesquels on opère, il y a le Kenya, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Nigeria, ou encore le Ghana, l'Ouganda et la Tanzanie. Et donc en fait, depuis notre lancement en 2016, ce qui a pu se passer, c'est finalement une croissance de 150% chaque année depuis 2016, donc sur 6 ans, et 450 millions d'euros investis. Donc investis dans les villes, investis dans nos produits, mais aussi investis indirectement dans ces villes informelles. Et comment finalement on compose finalement avec l'informalité des villes africaines, c'est principalement d'abord en les comprenant. Par la compréhension, ce que je veux dire, c'est que finalement, la particularité de l'Afrique, qui a des similarités par exemple en France, mais aussi des différences, c'est que d'une ville à une autre, les habitudes de déplacement, les habitudes de consommation, les façons de se comporter varient, mais aussi d'un quartier à l'autre, de la ville, de ces quartiers informels aussi. Et donc en fait, cette compréhension, elle doit s'accompagner d'un produit qui est changeant, donc d'une ville à l'autre, d'un quartier à l'autre, avec potentiellement des offres qui varient. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point aussi, comment on compose, c'est que peut-être à la différence de la France, où aussi on voit ces différences d'une ville à l'autre. Par exemple, le VTC fonctionne extrêmement bien à Paris, le marché est très très gros, va être par exemple très faible à Rennes, alors que ça reste une grande agglomération française. Dans les villes africaines, il y a par exemple le sujet aujourd'hui de l'infrastructure et des transports publics, qui sont aussi très changeants, d'un quartier à l'autre, des villes informelles à l'autre ou pas. Jean parlait tout à l'heure, par exemple, de certaines choses qu'ils ont pu faire en République démocratique du Congo. Par exemple, à Kinshasa, il y a un problème qui est très important, qui est que certains étudiants, du fait du manque de transport public, ne peuvent pas aller à l'université tous les jours parce qu'il manque le bus ou le bus est plein et des choses comme ça, qui créent à la fin ou sur des longues durées des externalités négatives. Et nous, donc,
Finalement, la grande différence de la France, c'est qu'on va définir en fait cette offre de transport. Par la définir, c'est proposer des services de taxi, de VTC. Ça peut être aussi de boda boda. Boda boda, c'est des motos ou des tuk-tuk, par exemple aussi au Kenya. Et donc dans la définition de cette offre, finalement, on va aussi définir nous-mêmes les règles qui vont s'imposer sur le marché. Par exemple, notamment pour des sujets de sécurité, aujourd'hui, prendre un taxi, par exemple, en Afrique du Sud, c'est beaucoup plus risqué qu'utiliser une application parce qu'on ne sait pas si le chauffeur a vraiment une licence pour exercer son activité de façon professionnelle. Est-ce qu'il a une assurance sur son véhicule? Est-ce qu'il est bien couvert en cas d'incident, comme Saka a pu le dire? Ce qui crée des problèmes ou de sécurité et même de définition de l'offre, où c'est nous-mêmes qui vont mettre finalement les standards de l'industrie vers où on veut les pousser. Je parlais tout à l'heure donc dans cette définition, pour reprendre aussi un élément de Stéphane, c'est qu'on va collaborer et cohabiter avec toutes les parties prenantes pour définir cette offre, pour pouvoir répondre au mieux aux différents moyens de mobilité. L'autre sujet, notamment sur quand je parlais des 450 millions qu'on a investis, on ne les a pas investis juste en code promotionnel ou en amélioration de notre produit. Ça va être aussi en accompagnant finalement les chauffeurs partenaires avec qui on va travailler pour trouver un véhicule, pour sécuriser aussi l'utilisation du véhicule, accompagner le financement, parce que c'est un vrai sujet, pas seulement en Afrique, mais aujourd'hui aussi en Europe, sur des problématiques différentes, mais il y a une vraie problématique autour de l'accès aux véhicules, et notamment comment Bolt et donc les plateformes de mobilité peuvent influencer la mobilité de demain en Afrique, notamment sur des sujets de comment diminuer le trafic. Ça peut être des solutions de bus, ça peut être des solutions des mototaxis qui peuvent être électriques, comme on a lancé au Kenya. Et en plus de toutes ces problématiques, il y a aussi les problématiques que toute activité technologique ou tous les services de technologie rencontrent, c'est l'accès à la data et l'accès à la téléphonie, où là, Bolt essaie finalement de collaborer avec toutes les parties prenantes qui peuvent améliorer les sujets d'infrastructure et comment rendre finalement l'accès plus dynamique des données mobiles, ou travailler comme a pu le faire notamment Facebook, qui a aussi investi énormément d'argent et fait de nombreux partenariats pour pouvoir permettre l'accès à la data, parce qu'il y a un vrai sujet finalement pour définir cette offre de mobilité, utiliser les externalités positives offertes par les villes informelles, en intégrant finalement ces offres technologiques. Et pour avoir ces offres technologiques, on a besoin des administrations, on a besoin finalement de plusieurs parties prenantes qui vont co-investir ou co-influencer finalement les besoins d'infrastructures pour pouvoir permettre à l'Afrique de croître au rythme, ou de permettre de suivre la croissance africaine, parce qu'en fait les villes informelles, c'est aussi cette extension qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu des personnes qui n'ont pas eu accès au centre des villes et donc ils ont ramené la ville vers eux. Et en fait, cette forme de croissance, il faut permettre à tout un chacun d'exploiter cette croissance et d'aller aussi vite qu'elle. Merci beaucoup, Julien. C'est vraiment passionnant, cette manière dont des grands acteurs technologiques, des success stories européennes, estoniennes. Alors, petit clin d'œil pour notre ambassadeur pour les affaires africaines de l'Estonie, l'envoyé du gouvernement estonien qui est avec nous en plénière inaugurale. Comment cette intelligence, et je reprends le terme de vous, cher Jean, cette intelligence collective avec le terrain peut donner des solutions concrètes au travail informel. Et ma chère Rukayatou, aujourd'hui vous êtes à la tête d'une entreprise sociale, solidaire, qui accompagne les entreprises africaines dans leur formalisation grâce au digital. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre solution? Comment vous accompagnez les travailleurs informels grâce au digital? D'accord, merci pour cette belle question. Alors, Amira Global Technology est une structure qui a été créée il y a 15 ans pour accompagner les entreprises dans leur adaptation au digital. Donc, nous avons aidé à mettre en place plusieurs solutions dans plusieurs secteurs d'activité. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte d'un certain nombre de défis et de challenges qu'on a voulu également accompagner dans la transformation digitale. Et aujourd'hui, ce que nous faisons de plus en plus, c'est
d'aider les entrepreneurs à pouvoir s'approprier le digital. Parce que il y a un constat, c'est qu'en Afrique, on vous parlera de digital, on vous parlera de transformation digitale, mais je vous assure que l'Africain ne sait même pas très bien comment mettre en place un business sur le digital. Et ça ne sert à rien de dire aux gens, il faut aller sur le digital, quand il a Internet, mais après, derrière, il n'y a rien. Je vous dis, vous avez peut-être 100 entreprises qui vont peut-être mettre en place un business sur le digital. En Afrique, vous n'aurez même pas 10 qui vendent en ligne. Donc, la solution, c'est quoi? Et finalement, nous, quand on a regardé, on s'est dit, ben, attends, il faut peut-être renverser les choses, commencer à former les entrepreneurs, mais également commencer à faire la vulgarisation au niveau des types. Ce qui va se passer, c'est quoi? Nous allons identifier certains secteurs d'activité pour lesquels nous allons regarder les opportunités et développer des plateformes qu'on va leur mettre à disposition. Donc, vous allez voir au sein d'Amira Global Technologies des plateformes qui sont diversifiées, spécifiques, mais très customisées pour certains secteurs d'activité. Je vais vous donner un exemple simple. Pendant la Covid-19, j'étais comme ça sur les réseaux sociaux et puis je vois sur Facebook, on commence à faire les cultes en ligne. La question que je me pose, mais attends, ceux-là, s'ils font les cultes en ligne, on leur envoie l'argent comment? Les dons, c'est comment? Donc, immédiatement, je leur propose une plateforme. Ah non, 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 on n'en a pas besoin. Je dis à mes développeurs, il faut mettre en place la plateforme. On met la plateforme en ligne, on développe la plateforme, on leur met à disposition. Mais vous savez quoi? Ils nous ont sauté les compteurs parce que il y avait des gens qui voulaient soutenir les églises en ville, les gens de la diaspora qui voulaient également soutenir l'Afrique. Donc, immédiatement, cette plateforme-là est passée. Donc, dans certains domaines d'activité, nous allons identifier des domaines où on peut déployer de l'énergie et développer des applications. Donc, ce sera forcément dans l'agriculture. On aura une plateforme de financement participatif, donc plusieurs types de plateformes que nous allons mettre à disposition. Ce sont des plateformes grand public que nous mettons à disposition pour vulgariser l'éthique, mais également donner beaucoup plus d'impact à certains secteurs. Mais après, qu'est-ce qui suit? C'est que la population elle-même doit être formée, la population elle-même a besoin d'accompagnement. Et là, un bon matin, je me suis dit, mais attends, le monsieur, tu lui dis paye en ligne, il te dit, ça ne fonctionne pas. Or, c'est parce qu'il n'a pas Internet. Je suis allé sur votre site, ça ne marche même pas même. Or, c'est parce que ça fonctionne. Et le monsieur, il n'a pas Internet. On lui dit, quand tu te connectes à Internet, tu vas sur la plateforme, tu payes avec Orange Money, tu mets ton code. Tu génères un code de 4 chiffres, tu fais le paiement en ligne. Le monsieur, il vient, il se connecte, il met son code secret, et puis il s'assoit et dit, mais ça ne marche pas votre truc là. Mais on ne vous a pas demandé le code secret, on vous a demandé de générer un code temporaire qui va être utile pour 3 minutes. Il ne sait pas. Donc, il faut commencer à faire de la vulgarisation. Il faut commencer à former, sensibiliser la population sur l'impact de la digitalisation, mais également la sécurité qu'il faut mettre autour de l'utilisation des outils sur le digital. Donc, il y a ça. Et donc, finalement, de 2020 à 2022, nous avons lancé des sessions de formation, déjà pour les entrepreneurs et également pour le grand public. Les entrepreneurs, parce qu'il faut les aider à profiter des opportunités du digital. Et moi, je me dis, il y a vraiment beaucoup d'opportunités à saisir. En tant que start-up, on ne peut pas tout faire, mais on a le devoir d'accompagner les jeunes Africains, d'accompagner nos petits frères à profiter de ces opportunités-là. Il y a beaucoup de choses à faire. J'ai pour habitude de dire aux entrepreneurs que vous avez la chance d'être dans la partie la moins développée du monde. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne vous demande même pas d'être hyper intelligent, parce que tout a été déjà fait de l'autre côté. Il y a des solutions ailleurs, il y a des solutions en France, il y a des solutions aux États-Unis. Il vous suffit simplement de regarder ce qui s'est fait. Je ne vous dis pas de copier, mais d'adapter ces solutions-là à l'Afrique et de développer quelque chose pour impacter, mais également pour créer de la richesse. Et dans cette optique-là que nous avons formé de 2020 à 2022, pratiquement 750 entrepreneurs sur le digital leur permettent de développer de la richesse, développer un business digital, mais également créer de la richesse. Et parmi ces entrepreneurs, après juste la formation basique, on va déterminer les business qui sont scalables et les accompagner pour pouvoir booster les business, mais également atteindre un autre niveau. Voilà un peu les activités de la structure Amira Global Technologies. Mais en même temps, quand on regarde tout ça, quand on parle de développement d'un business model, je dis toujours le business model traditionnel est toujours différent d'un business model sur le digital.
Il ne faut pas penser qu'il faut prendre son activité et puis aller, on déploie sur Internet. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut mettre en place un business model qui est typique, qui est différent, avec une stratégie bien adaptée au digital. Donc, il faut former les entrepreneurs. Et pour accompagner tous ces travaux que nous mettons en place, on a mis en place un gateway, donc une passerelle de paiement, qui va également aider ces entrepreneurs-là, parce qu'on veut les aider à créer de la richesse, à impacter, à gagner. Parce que pour moi, c'est important d'aider le jeune africain qui pense que tout est sur Facebook, il faut faire des buzz, qu'il y a mieux que de faire des buzz sur les réseaux sociaux. On peut gagner de l'argent, on peut développer de la richesse, on peut créer beaucoup de choses sur Internet. Donc, le gateway permet de faire quoi? Permet de vendre en ligne pour l'entrepreneur, pour le solopreneur, pour celui qui a envie de générer une petite activité simplement sur les réseaux sociaux, sur Internet, de pouvoir vendre et encaisser de l'argent sur... Nous avons agrégé pratiquement 7 pays de l'Afrique, donc la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger, le Sénégal, le Gabon, en termes de mobile money, et puis bien sûr par carte de crédit, Visa et Mastercard. Donc l'entrepreneur qui se connaît dans nos différentes plateformes a un environnement pour déployer un business sur le digital avec très peu de ressources. Donc, pas de frais d'inscription, pas de frais de maintenance. Il vient, il s'inscrit, il dit, bon, aujourd'hui, je vais organiser une formation. Je veux pouvoir organiser cette formation-là avec des inscrits dans tous les pays d'Afrique. Il crée son business sur le digital en 2 minutes. Il déploie sa solution, il fait sa promotion sur Facebook et puis il gagne de l'argent. Voilà. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est d'accompagner la jeunesse, beaucoup plus les femmes, parce que moi, j'aime aider les femmes. Il faut aider, parce que je dis toujours, une femme qui sait se prendre en charge, c'est dit non. Donc, il faut accompagner et aider la femme. Donc, on met à disposition ces outils-là et puis on espère pouvoir accompagner cette transformation digitale vers l'émergence d'une ville 2.0. Voilà, merci. La ville africaine 2.0. Un grand bravo. Un grand bravo, Rukayatou, pour ce témoignage poignant. On arrive quasiment au bout de cette plénière. Je vais quand même, avant de te laisser conclure, cher Stéphane, en 1 minute 30 chacun, Jean et Julien, vous demandez de répondre à cette question. Comment la tech peut accélérer l'inclusion de tous quand elle est intégrée à la planification de la ville informelle? Je vais commencer par vous, Julien, pour Bolt. Et ensuite, si Jean est toujours avec nous depuis Bruxelles, je lui laisserai également 1 minute 30 pour répondre à cette question. OK. Donc déjà, l'inclusion, que ce soit dans une ville formelle ou informelle, avant même de parler de la planification de la ville, elle se fait principalement par le travail, par les opportunités économiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on met en avant, puisqu'une plateforme de mobilité doit avoir des chauffeurs, et on en a 700 000 sur le continent africain avec des plans de croissance très ambitieux pour les années à venir. Il faut savoir que la mobilité en 2026 est évaluée être un marché sur les 7 pays, dans les 7 pays dans lesquels on opère, à 8 milliards en volume d'affaires. C'est énorme, c'est tout simplement énorme en termes d'opportunités. Donc d'abord, cette inclusion, elle se fait par le travail. Former des personnes à devenir des chauffeurs professionnels, les accompagner dans le financement, l'encadrement, comme Saka le disait, sur comment on éduque des personnes à utiliser le digital, mais devenir des patrons, comprendre les problématiques sur les structures de coûts, etc. Ensuite, il y a aussi l'inclusion en termes des inégalités de revenus, des inégalités sociales entre les chauffeurs qui potentiellement, ou les personnes se souhaitant se déplacer dans la ville et dans la ville informelle. Potentiellement, la tarification n'est pas la même, le niveau de service et le niveau d'exigence n'est pas le même non plus. Et donc, adapter son service, comme je le disais tout à l'heure, par quartier, peut-être même dans la ville, fonction d'une offre de la nuit, le jour, etc. Et donc, qui répond finalement à une offre qui est vachement contextualisée, vachement localisée. Donc, par exemple, pour accompagner ces chauffeurs, on a des hubs en physique où on va accompagner, aider les chauffeurs à créer leur structure, à comprendre comment l'application fonctionne, comment utiliser un téléphone portable, un smartphone, pour être précis. Et ensuite, il y a sur des sujets plus à l'utilisation du service qui vont être la sécurité, donc l'inclusion du genre. Comment on va permettre, par exemple, en Afrique du Sud, ou même ça peut être très bien aussi au Nigeria, aux femmes de se déplacer la nuit. Dans un quartier, dans le même quartier, par exemple, juste à quelques rues de différence. Comment on va permettre aux gens qui ont un compte bancaire et qui n'ont pas de compte bancaire de pouvoir toujours utiliser l'application, ceux qui ont un smartphone et ceux qui n'ont pas de smartphone, donc l'accès à la data
et pas l'accès à la data, comment on va leur permettre tout ça. Donc ça, c'est des problématiques à laquelle on répond en permettant, par exemple, différents moyens de paiement aux femmes, en leur permettant d'utiliser une catégorie Women for Women, qui est en gros voilà, que des femmes conductrices qui vont transporter uniquement des femmes. Et pour les chauffeurs, c'est voilà, de les accompagner, de leur aider, de les accompagner dans le financement et dans l'encadrement de leur profession pour que ça soit rentable pour eux, parce que une activité, pour qu'on vise le long terme, une croissance pérenne, il faut que tout le monde soit gagnant, que ça soit abordable pour les clients, mais rentable pour les chauffeurs. Très bien, merci beaucoup Julien, c'est très clair. Je vous demande vraiment d'applaudir Julien pour ce mot qui nous amène à la conclusion, mais est-que Jean, vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis toujours là, vous m'entendez? On vous entend. Cher Jean, allez, en 1 minute, je sais que vous pouvez le faire. Je vais faire très vite, en 1 minute, ok. J'ai deux choses. Je dirais Smart Cities and Smart Citizens. Je pense que des villes intelligentes connectées, le planning des villes en utilisant les données, forcément on peut faire de la meilleure planification. C'est ce que la ville d'Anvers ici en Belgique fait. Je travaille aussi avec IMEC qui est un institut de recherche. Je pense que dans la gestion des déchets, il y a également des innovations en Guinée, par exemple Conakry a utilisé des applications initialement pour la santé, pour les déchets, donc un potentiel immense. Mais comme le disait tout à l'heure Saka, il y a le risque que les gens ne soient pas connectés, n'aient pas accès à Internet, et donc Smart Citizen, et donc s'assurer qu'il y ait la connectivité pour toutes et tous. Et alors, un dernier élément, la participation citoyenne. Je pense que le feedback du citoyen, de la citoyenne, en utilisant les données, peut améliorer la gestion des villes et peut-être un accent en plus là-dessus sur la participation citoyenne. Voilà. Merci. Merci beaucoup Jean. Je vous demande d'applaudir Jean. Une minute, merci pour ta participation et la prochaine fois à Marseille en physique, tu seras assis parmi nous. Ce sera un plaisir de te recevoir. À bientôt Jean. Avec plaisir, merci. Le mot de la fin, mon cher Stéphane. Finalement, après plusieurs années de coopération avec des acteurs de l'aménagement sur le continent africain, quels apprentissages Euroméditerranée retient et quelles bonnes pratiques, notamment autour des villes africaines sur l'informel, vous retenez? Moi, je crois que beaucoup de choses ont été dites là à l'instant, et ce qu'on comprend, c'est que si on remet la vision de la dynamique urbaine et de la fabrique de la ville, un aménageur, c'est un ensemblier de beaucoup de sujets, la mobilité, l'entrepreneuriat, les personnes qui vont répondre à cet entrepreneuriat, les talents. Donc il faut des outils de formation, il faut des infrastructures de communication, il faut des infrastructures de mobilité, le sujet de la culture dans la ville, le sujet du sanitaire, il faut se soigner, il faut se prémunir, etc., etc. Donc ça transcende beaucoup de sujets, en fait, la fabrique de la ville. Je retiens ce qu'a dit Jean, ce qui est important, et c'est ce qu'on a commencé à comprendre avec le temps à Euroméditerranée. Je pense que la majorité des aménageurs ont compris ce sujet-là, c'est que la gouvernance urbaine, elle ne se décide pas top-down, elle se décide de manière collégiale et transverse. Tu parlais tout à l'heure d'externalités négatives. Si je devais reprendre une vision d'économiste qui a fait Flores il y a très nombreuses années, Schumpeter, qui parlait de destruction créatrice, je crois qu'on est dans cette vision de l'informel qui peut avoir une vision de dynamique créatrice. Ce que je retiens en termes de vision pour Euroméditerranée, c'est qu'on a compris ces problématiques-là et maintenant, quand on développe la ville, ce qu'on est en train de produire, c'est de l'urbanisme transitoire. C'est-à-dire qu'on considère qu'il ne faut pas fixer les choses de manière définitive, il faut faire des phases de transition, que ce soit dans les aménagements d'espaces publics qui sont transitoires, mais aussi dans les usages qui sont transitoires. Et cette démarche d'urbanisme transitoire, en fait, elle va nous permettre de commencer à générer des choses avant de construire la ville. Et d'ailleurs, notre gimmick chez Euroméditerranée, c'est la vie avant la ville. On a des espaces qui sont abandonnés, qui sont des friches industrielles sur lesquelles on travaille. On sait qu'on va les transformer dans 2, 3, 4, 5 ans. C'est dans le plan guide du développement d'Euroméditerranée. On a les financements qui sont dédiés. On sait qu'on va y faire là une école. On sait qu'on va y faire là du logement. On sait qu'on va faire un certain nombre de choses. Mais on sait qu'on ne va pas les toucher pendant 2, 3, 4, 5 ans. Et en fait, on se dit, avant, on n'y touchait pas. C'était bloqué, c'était sécurisé. L'aménageur prenait le foncier en question, le bâti en question, et puis ça ne bougeait plus. Maintenant, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition à titre gracieux ces fonciers, ces espaces, ces bâtis, et on fait venir de l'activité.
de l'activité économique, de l'activité sociale, tout un tas d'opérations autour de l'économie sociale et solidaire notamment, et on regarde ce qui se passe. Et on regarde ce qui se passe, c'est la vie avant la ville, c'est-à-dire qu'on est dans des espaces qui ne sont pas construits, on laisse faire les choses et on regarde les interactions qui se créent. Et on arrive à des moments, et je vais prendre l'exemple d'ici Marseille sur Euromède 2, où en fait des opérations qui étaient purement transitoires deviennent définitives parce qu'on a créé des espaces où vous avez plus d'une centaine d'artisans qui se sont mis dans ces espaces-là, qu'on a accompagnés à l'installation, à qui on a prêté des fonciers et des bâtis, et qui en fait ont créé une telle génération de développement économique, mais aussi de développement social, qu'on a décidé que ça allait devenir définitif. Donc le transitoire devient définitif une fois qu'on a regardé comment les choses évoluaient. Et ce que disait Jean est assez intéressant, c'est-à-dire que voilà, il ne faut pas rigidifier les choses, il faut être en capacité d'apprendre et de regarder partout ce qui se passe. Et dans ce cadre-là, la ville informelle et la ville africaine nous apprennent des choses, à tel point qu'on a signé au mois de mars dernier un accord avec ONU Habitat pour pouvoir à la fois nous nourrir des expériences des villes africaines à travers la plateforme de ONU Habitat, mais aussi pour pouvoir nous-mêmes apporter un certain nombre d'éléments de la vision euroméditerranéenne, de la vision de la ville durable euroméditerranéenne, dans cette dynamique qui peut être portée en Afrique. Donc cette acculturation croisée, on l'a fait à travers cette plateforme et cette signature avec ONU Habitat, mais en tout cas, ce que je retiens, et ça conforte notre vision de la façon de fabriquer la ville, c'est que il faut de plus en plus passer par des phases transitoires, laisser émerger un certain nombre d'éléments, et ça c'est caractéristique de la ville informelle, voir ce qui fonctionne, voir comment on peut cadrer les choses, parce qu'il faut des tiers de confiance demain pour aussi accompagner les entrepreneurs, les opérateurs de la mobilité, les opérateurs énergétiques. Donc c'est un réglage assez fin entre ce qui relève de l'informel et ce qui relève de la gouvernance urbaine pour pouvoir construire une ville dans laquelle chaque personne va pouvoir trouver sa place et vivre de manière sereine. Eh ben, un grand merci. Bravo. Merci Stéphane pour cet aspect précurseur de l'établissement public Euroméditerranée, cet aménageur d'opérations internationales français qui est l'un des plus importants en Europe, d'avoir ce coup d'avance, cette vision et cette humilité de s'inspirer de ce qui marche ailleurs. Merci Stéphane. Je vous demande d'applaudir Stéphane Gio, mais je vous demande aussi d'applaudir Jean Van Vetter, directeur général d'Enabel, qui était avec nous. Je vous demande d'applaudir également, bien sûr, Julien Mouyeke, qui est le directeur général de Bolt France. Et enfin, Madame Roukayatou Oyediran pour son fabuleux témoignage. Merci. Restez parce que le grand temps fort arrive d'award, de pitch. Ça commence maintenant, qui va être inauguré par Euroméditerranée avec la remise des prix Made Innovant Africa. Mais tout d'abord, la photo de famille. Merci à tous.